Épisode 15, toujours le désir de l'analyste, mais cette fois, plus spécifiquement, en fonction de l'œuvre de Lacan. Pourquoi l'œuvre de Lacan? Parce que au début de ma pratique, j'étais paumé, comme beaucoup de gens qui commencent. Je ne savais pas trop à quel saint me vouer, et il me semblait que dans Lacan, il y avait des réponses fondamentales. Bien entendu, je n'y comprenais rien, ou alors je comprenais ce que j'avais envie de comprendre. Mais ça, c'est ce que j'ai compris beaucoup plus tard. Et je posais des questions à mes collègues. Par exemple, Michel Guibal, qui a été un grand compagnon de mes premières années de pratique, et chaque fois que je lui parlais d'un rêve que je faisais à propos d'un analysant, ou de tout ce que je racontais à propos du transfert, il était tout à fait d'accord, il était tout content, et il me disait ça, c'est parce qu'il y a de l'inanalysé chez toi. Mais ça le faisait rigoler, c'était très bien pour lui qu'il y ait de l'inanalysé, il y en avait chez tout le monde. Bien, il y a de l'inanalysé, et donc j'analysais cet inanalysé chez moi. Ensuite, pas ensuite, en même temps à peu près, je demandais par exemple à mon ami Serge Hachbloum, qui a été un grand ami avant de devenir un grand ennemi, et qui était parfaitement d'accord avec tout ce que je racontais sur le transfert, sur la façon de travailler en analyse, et puis qui brusquement a changé d'opinion. Et je me souviens qu'il avait rétorqué un jour que j'avais écrit un article qui s'intitulait « Du sujet psychanalyste ». Il avait rétorqué avec un ton d'une certitude absolue « Il n'y a pas de sujet psychanalyste ». Ceci faisant écho sans doute avec ce que Lacan disait de l'objet petit a dont l'analyste est l'incarnation et rien d'autre. Et puis je me rappelle aussi d'un colloque où j'étais allé, il y avait bien 500 personnes dans la salle, et il y avait Éric Laurent qui parlait de l'analyste, et qui disait, curieux personnage que l'analyste, il ne pense pas, il ne désire pas, il ne dit rien. Voilà, il fait le mort en gros. Ça aussi, c'est référence à une des choses que disait Lacan, faire le mort. Ce que beaucoup d'analystes lacaniens ont compris en se présentant comme aussi aimable que des portes de prison et ne disant jamais rien, si ce n'est un mot tous les 6 mois ou 3 ans. Bon, dans l'histoire du colloque avec Éric Laurent, à la fin de son propos, je me suis levé dans la salle pour dire, écoutez, vous dites que l'analyste ne pense pas, ne désire pas, etc. Je ne peux pas m'empêcher de désirer, de penser, je peux bien faire tout ce que je veux, ça n'empêchera pas ma pensée d'exister, mon désir de fonctionner, et surtout l'inconscient de fonctionner chez moi, puisque je n'en suis pas conscient. Alors c'est bien beau de dire je veux le contrôler en disant je ne désire pas, je ne pense pas. Mais ça aussi, Lacan le remarque on y reviendra, hein, dans une de ses paroles sur le transfert, où il dit qu'est-ce que ça voudrait dire que désirer ne plus désirer. Parce que désirer ne plus désirer, c'est toujours désirer, bien entendu. Alors on va examiner ça un peu plus en détail. Et là, ce qui m'avait frappé, ma lecture de Lacan à l'époque, c'était que revenait tout le temps cette formule « le désir de l'analyste ». Et je me disais, ah ben voilà, c'est ça. Quand je rêve d'un analysant, ça doit être l'expression du désir de l'analyste. Puisque dans un rêve, c'est là où s'expriment les désirs. Et puis pour moi, le désir, c'était la métonymie du sujet. Et il n'y a qu'un sujet qui puisse désirer. Il n'y a pas de désir comme ça qui se balade dans la nature. C'est pour ça que j'avais écrit cet article du sujet psychanalyste, qu'on peut trouver sur mon site. Hein, pour ceux que ça intéresse, ça doit dater d'il y a 20 ans. Mais il est toujours là. Alors vous voyez qu'il y a à boire et à manger. On trouve tout ce qu'on veut dans le champ lacanien. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de sujet, mais que de l'objet, petit a.
Il y a ceux qui pensent qu'il y a de l'inanalysé chez l'analyste, donc c'est quand même ce qui le fait sujet. Il y a cette formule du désir de l'analyste qui court, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Est-ce que ça veut dire qu'il y a du sujet? Et puis il y a ceux pour lesquels il n'y a pas de sujet du tout, c'est un mort, il ne désire pas, il ne pense pas, etc. Eh bien, je me suis dit, avec le recul, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. La bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Je retourne donc à l'œuvre de Lacan pour la parcourir en fonction de cette question, qu'est-ce qu'il veut dire par là, par le transfert ou par le désir de l'analyste. Alors pour savoir s'il y a du sujet ou pas du sujet dans l'œuvre de Lacan, c'est complexe parce qu'il y a à la fois une promotion du sujet, mais comme concept, sujet théorique, sujet particulier, oui, et puis en même temps, le sujet Lacan n'est pas là. Il s'efface au maximum. Ce en quoi je pense qu'il ne fait pas du tout un retour à Freud, parce que pour moi l'invention fondamentale de Freud, c'est dans la Traumdeutung, ce moment où il se met à parler de lui-même, du sujet Freud, parce que c'est vraiment là où il invente la psychanalyse. Pour moi, il faut avoir d'autres opinions, mais pour moi, elle est là l'invention fondamentale. On renverse la machine, on arrête de s'intéresser à un objet, comme les psychologues, comme les psychiatres, comme les scientifiques, on s'intéresse au sujet. Au sujet, lequel? Celui qui parle, il n'y en a pas d'autre. Sinon, si je parle en tant que sujet d'un autre, X ou Y, qui sera l'objet de mon discours, on est perdu, parce qu'on ne sait plus qui parle. C'est moi qui parle d'un autre. Mais l'invention de la psychanalyse, c'est moi qui parle de moi. À travers la Traumdeutung, mais aussi psychopathologie de la vie quotidienne, Freud analyse ses propres rêves, ses propres lapsus, ses propres actes manqués, ses propres oublis de nom. Il se met en scène en tant que sujet. C'est ça la véritable invention de la psychanalyse. Bon, évidemment, Freud ne prend pas conscience, visiblement, du renversement épistémologique qui est le sien à ce moment-là. Puisque dans les saints psychanalyses, dans plein d'autres écrits, il renverse à nouveau la machine et il se met à interpréter les rêves des autres et les livres des autres. Bon, c'est-à-dire qu'il se sert des concepts de la psychanalyse, oui, mais pour parler des autres, ce n'est plus la méthode de la psychanalyse qu'il a lui-même formulée très précisément dans la Traumdeutung, c'est-à-dire on confie l'analyse du rêve à celui qui a fait le rêve. Pareil pour l'analyse de l'acte manqué, du lapsus, etc. L'analyse de l'inconscient appartient à celui qui a produit cet inconscient. Et pour vous donner un autre exemple, c'est que dans toute l'œuvre de Lacan, il ne parle jamais de lui, mais jamais de sa clinique non plus, sauf en quelques très rares endroits. Il y a un moment dans le séminaire 3 où c'est la fameuse histoire de Truy. Je ne vais pas y revenir dessus parce que j'ai déjà écrit un article là-dessus, puis c'est un chapitre de mon dernier bouquin, À bord du réel. Donc je vous prie de vous reporter à ça pour ce morceau à propos de Truy, pour ceux qui comprennent. Je reviens de chez le charcutier, Truy. Et puis là, en relisant les écrits, je tombe sur ce morceau où il est question de clinique et où ça commence comme ça. Pour en donner une idée, nous décrirons un incident survenu à la fin de l'analyse d'un obsessionnel, soit après un long travail où l'on ne s'est pas contenté d'analyser l'agressivité du sujet, autrement dit de jouer à colin-tampon avec les agressions imaginaires, mais où on lui a fait reconnaître la place qu'il a prise dans le jeu de la destruction exercée par l'un de ses parents sur le désir de l'autre. Un peu plus loin, pour en arriver là, on lui a découvert sa manœuvre de tous les instants pour protéger l'autre, etc., etc. Bon, voilà. Vous voyez, c'est on. Et ce n'est pas un sujet qui a un nom et un prénom, donc un désir, c'est l'obsessionnel, comme s'il n'y en avait qu'un. Comme si, effectivement, de ranger un sujet dans une catégorie, ça ramenait tout particulier à
l'obsessionnel, l'apostrophe au majuscule. Ce qui, à mon avis, n'est jamais que continuer de faire de la psychiatrie. Hein. Et il se croit très malin, Lacan, là, en montrant à quel point il a vachement compris les manœuvres de l'autre et lui fait comprendre ses propres manœuvres. Bref, il est totalement dans l'antipsychanalyse, si on en suit l'invention de la psychanalyse telle que Freud l'a décrite dans la Traumdeutung et la psychopathologie de la vie quotidienne. Et effectivement, ça aboutit à quoi? D'avoir un phallus, en effet, ne suffit pas à lui restituer une position d'objet qu'il approprie à un fantasme, d'où notre patient, comme obsessionnel, puisse maintenir son désir dans un impossible qui préserve ses conditions de métonymie. Autrement dit, lui, Lacan, il sait que, puisque c'est un obsessionnel, il a un désir impossible. À la différence de l'hystérique qui a un désir insatisfait. Alors, à la fois, on promeut la particularité du sujet, et c'est dans le paragraphe au-dessus. Notre science ne se transmet qu'à articuler dans l'occasion le particulier. C'est dans la même page. Mais là, on voit tout de suite que le particulier, il est noyé dans cette catégorie de l'obsessionnel, où l'obsessionnel a forcément un désir impossible. Et voyez à quel point aussi c'est trompeur, ces trucs-là, parce que ce sont des formules qui circulent partout. Tout le monde vous les sort comme si c'était des évidences. Ah ah, un obsessionnel, désir impossible. Ah ah, une hystérique, désir insatisfait. Mais réfléchissez 2 secondes. Si je présente mon désir comme un insatisfait, c'est qu'il m'est impossible de le satisfaire. Enfin, je le ressens comme ça. Et si je le présente comme impossible, c'est que je ne suis pas satisfait. Donc, elle est où la différence? Et en fait, de mon expérience, 40 ans d'expérience quand même, je m'aperçois que tout le monde est hystérique, obsessionnel, enfin je n'ai rien à foutre de ces catégories. C'est pas ça le problème c'est le sujet. Effectivement, hein, notre science ne se transmet qu'à articuler dans l'occasion le particulier. Ça, je suis d'accord. Mais tout le reste, tout ce qui démontre, d'ailleurs dans cette histoire d'analyse d'obsessionnel, on ne sait même pas si c'est Lacan qui parle d'une de ses expériences en tant qu'analyste, ou s'il reprend un article qu'il a lu. Parce qu'il nous montre dans des foules d'endroits qu'il a lu des articles, notamment des anglo-saxons, où, suite à la question du contre-transfert que les anglo-saxons ont mis en lumière dans l'école kleinienne, eh bien, beaucoup d'analystes kleiniens racontent leurs histoires avec des analysants et racontent ce qui leur arrive, racontent comment ils rêvent, racontent comment ils font un acte manqué vis-à-vis de tel ou tel de leurs patients, parce qu'ils les appellent des patients quand même. Chez moi, c'est des analysants, mais passons. Et peut-être qu'après tout, il reprend un de ces articles, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui parle de qui. Et effectivement, en fait, on parle de l'obsessionnel, et l'obsessionnel, il est conforme à la théorie de l'obsessionnel chez Lacan, c'est tout. Voilà. Ça, c'est une façon de parler de la clinique de Lacan, c'est-à-dire un effacement du sujet. Oui, j'ai remis un peu de lumière parce que je trouvais que l'image était un peu terne. Ça va mieux comme ça, hein? Oui. Revenons à notre propos. Y a-t-il du sujet chez le psychanalyste pour qu'il ait un désir qu'on puisse appeler le désir du psychanalyste? Il y a ce passage de l'éthique, c'est à la page 337 de l'édition du Seuil, où Lacan écrit « L'analyste doit payer quelque chose pour tenir sa fonction. Il paie de mots ses interprétations. Il paie de sa personne, en ainsi que, par le transfert, il en est littéralement dépossédé. » Alors, rien que ces 2 phrases ne cessent de faire germer des points d'interrogation au-dessus de ma tête, parce que il paie de mots ses interprétations. J'avais cru comprendre, à la lecture de Freud, ce qui me paraissait plein de bon sens, que c'était l'analysant qui faisait les interprétations, pas l'analyste. Ensuite, il paie de sa personne, en ce sens que par le transfert, il en est littéralement dépossédé. Mais en écrivant cette phrase,
Lacan imagine ce qu'il en est du point de vue du patient, parce que pour lui c'est toujours un patient. Le patient, effectivement, dépossède l'analyse de sa personne puisqu'il en fait une surface de projection pour ses propres fantasmes. Ok, mais justement, dans ce cas-là, c'est du point de vue de l'analysant que ça se passe. C'est pas du point de vue de l'analyste. Donc l'analyste ne paie rien du tout de ce côté-là. Il n'est pas dépossédé de sa personne en lui-même. Et il ne paie rien. Donc cette phrase est vraiment à l'envers de ce qu'on pourrait comprendre. Ah oui, l'analyste paie de sa personne. Je l'ai entendu des centaines de fois dans des groupes de travail, dans des colloques, etc. Mais en effaçant le sujet tel qu'il le fait dans le récit que je viens de vous faire de cette cure d'obsessionnel, par exemple, eh bien justement, le sujet Lacan, lui, il s'arrange pour ne payer rien du tout. Il ne livre jamais rien. Il reste soigneusement effacé. Dans la suite de ce passage de l'éthique, il écrit « Il faut qu'il paie d'un jugement concernant son action. » Et un peu plus loin, « L'analyse est un jugement. » Bon, voilà un propos qui a fait tomber les bras, où les bras m'en tombent, comme disait la Vénus de Milo, parce que pour moi, l'analyse n'est justement pas un jugement. C'est le seul lieu où effectivement on peut aller parler en étant sûr de n'étant pas jugé. Et voilà que là, quand on nous ramène que l'analyse est un jugement. Mais c'est n'importe quoi. C'est l'envers de la psychanalyse, ça. Et il met ça à la fin de l'éthique. Si la fin de l'éthique, tout ce travail autour de Spinoza, Aristote, etc., l'amène à signifier que l'analyse est un jugement, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Ce n'est pas la psychanalyse, ça. Enfin, dans la suite de ce passage, il indique « Il y a une part de cette action qui lui reste à lui-même voilée. » Bon, et là, je suis d'accord. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai toujours un inconscient, et donc il y a une part de ce que je fais, de ce que je dis, quand je réponds à un analysant, que je ne connais pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai passé ma vie à analyser mes rêves et analyser les rêves dans lesquels il était question d'analysant, pour essayer justement d'analyser cette part voilée à moi-même de mon travail. Ceci dit, on peut remarquer encore que dans le style, ce n'est pas moi, Jacques Lacan, je dois payer de ma personne, c'est l'analyste doit payer de sa personne. C'est-à-dire, rappelez-vous la phrase précédente que je vous ai citée des écrits, c'est à travers le particulier que se transmet la psychanalyse, et là, c'est un propos totalement général. Donc, encore une fois, effacement du sujet, spécialement dans le style qu'emploie Lacan. Et puis, à la page 340, toujours de l'éthique, il définit le désir. C'est une bonne idée, puisque je m'interroge sur le désir de l'analyste, je pourrais savoir peut-être ce qu'est le désir. Il dit « Le désir n'est rien d'autre que la métonymie du discours de la demande. C'est le changement comme tel. J'y insiste, ce rapport proprement métonymique d'un signifiant à l'autre que nous appelons le désir. Ce n'est pas le nouvel objet, ni l'objet d'avant, c'est le changement d'objet en soi-même. » Je veux bien, c'est une jolie définition, mais en même temps, on voit que c'est une définition qui, encore une fois, exclut le sujet. Ce n'est jamais qu'un objet qui se déplace vers un autre objet. Mais pour qui? Parce que s'il y a un objet, c'est parce qu'il y a un sujet qui l'a jeté devant. Un objet, c'est jeté devant. Et sujet, c'est ce qui est suspendu là, jeté en soi. Je ne suis moi que si j'ai des objets que je jette devant. Et ces objets que je jette devant n'ont d'existence, même si c'est que le mouvement qui compte, ce mouvement, le mouvement comme tel, c'est le désir, mais c'est ça qui me constitue comme sujet. Mais là, comme d'habitude, c'est effacé. Pas de sujet. Alors venons-en au contre-transfert.
puisque j'ai dit que c'était une préoccupation qui ressurgissait régulièrement dans son œuvre. Le contre-transfert a été nommé ainsi par les analystes de l'école kleinienne pour indiquer, bon, le transfert, c'est ce qui se passe du côté de l'analysant, et le contre-transfert, ce qui se passe du côté de l'analyste. Alors, Lacan, apparemment, est assez clair là-dessus. Par exemple, dans les 4 concepts, c'est en 63-64, et puis c'est à la page 210 de l'édition du Seuil, il écrit « Le transfert est un phénomène où sont inclus ensemble le sujet et le psychanalyste. Le diviser dans les termes de transfert et de contre-transfert, ce n'est jamais qu'une façon d'éluder ce dont il s'agit. » Alors, la façon que j'avais de le comprendre, il y a des années, je le comprenais en fonction de ma pratique et de ce que j'avais compris de Freud. C'est-à-dire que si c'est un phénomène où sont inclus ensemble le sujet et le psychanalyste, ben, moi je ne peux parler que du bout par lequel j'attrape ce transfert, c'est-à-dire mon bout à moi. Sinon, si je parle du bout qu'attrape l'analysant, je ne fais qu'imaginer ce que ça peut être. Puisque ce n'est pas lui qui en parle, c'est moi. Quelle que soit l'intelligence avec laquelle je l'écoute et avec laquelle je comprends ses manœuvres, pour parler comme Lacan, tant que je parle de lui, j'ai toutes les chances d'être à côté de la plaque. En fait, de toute façon, je suis à côté de la plaque, puisque je parle de lui au lieu de parler de moi. Donc je l'avais compris comme ça. Le transfert et le contre-transfert, oui, tout à fait, c'est la même chose. Donc le transfert dont je parle, c'est le mien. Voilà. Et je ne parle pas du transfert que j'imagine que les analysants posent sur moi. Ça, je n'en sais rien. Et puis d'ailleurs, c'est leur affaire. Et l'analyse, l'analyse du transfert, c'est à eux de la faire. Et je suis là, en tant qu'analyste, pour les aider à faire cette analyse aussi. Mais toujours pareil, à partir du bout que je peux en attraper. Ça, c'est du simple bon sens. Hein. Moi, j'attrape mon bout à moi de transfert. Donc, éluder ce dont il s'agit, pour reprendre la phrase de Lacan, c'est justement ce qu'il fait en disant, puisque c'est mélangé, c'est la même chose, le transfert et le contre-transfert, lui, il en déduit, on ne s'intéresse pas au contre-transfert. Mais du coup, comme c'est la même chose, on ne s'intéresse pas au transfert non plus. Parce que, si c'est la même chose, il étudie les kleiniens avec précision. Et ça, c'est une des choses qui ont contribué à ma fascination de Lacan, comme beaucoup de gens, c'est qu'il donne l'impression de bien travailler les choses, de lire les articles, de les examiner à fond. Et dans son séminaire, il donne du travail à ces barons qui donnent en compte-rendu, on trouve ça dans le séminaire sur l'angoisse, le compte-rendu sur Thomas Sachs, le compte-rendu sur Lucy Tower, sur Margaret Little, tous ces kleiniens qui, eux, parlent du contre-transfert. Ils expliquent, enfin ils essaient de s'expliquer à eux-mêmes et ils nous l'expliquent dans des articles ou dans des livres, comment ça fonctionne pour eux. Ce qui me semble tout simplement raisonnable, pragmatique, de bon sens, et on peut suivre ou ne pas suivre, être d'accord ou ne pas être d'accord, mais il nous donne les éléments. Tandis que Lacan ne nous donne jamais d'éléments. Quand il nous parle de sa pratique, c'est on par rapport à l'obsessionnel, et le sujet qui travaille, on ne sait pas du tout comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'il y a d'inanalysé chez lui. Voilà. Alors, dans cette histoire de contre-transfert, tous les kleiniens ne sont pas du même avis. Il y en a qui pensent que le contre-transfert est une scorie, un défaut, mais on fait avec quand même. Il y en a qui pensent que c'est un levier dont on peut se servir pour faire avancer la cure, et spécialement Lucy Tower, Margaret Little. On sent la filiation de Ferenczi à travers Mélanie Klein, chez les kleiniens, là. Et effectivement, je sens qu'il y a des choses plein de bon sens. Et en tout cas, on a les éléments pour en discuter. Quel que soit
l'opinion qu'on peut avoir ou le préjugé qu'on peut avoir, on a les éléments. Chez Lacan, on ne les a pas. On n'a que des assertions de principe. Et effectivement, il en déduit finalement que, après avoir pas à pas étudié tous ces kleiniens, il dit je ne prends pas à mon compte cette façon de travailler. Bon, ce qui est une façon de dire circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir quoi du côté du sujet. Encore une fois, ça c'est évacuer tout le Freud de la Traumdeutung et de la psychopathologie de la vie quotidienne. Donc Lacan ne fait pas un retour à Freud, il fait une grosse déviation par rapport à Freud. Alors, qu'est-ce que le désir ? Dans une autre formule très connue et qui circule partout, Lacan dit aussi le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, avec un grand A. Alors, ok, c'est encore une façon de définir le désir par une pirouette. C'est-à-dire le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Mais remarquez que cette pirouette, encore une fois, elle a pour vertu d'effacer le sujet. Puisque mon désir, c'est le désir de l'autre. Puisque mon désir, c'est le désir de l'autre, eh bien alors mon désir à moi, il n'est plus là. Ça fait allusion à ce truc que tout le monde ressent plus ou moins. C'est-à-dire que nos parents ont eu des désirs pour nous, et c'est grâce à ça qu'ils nous ont élevés. Parce que heureusement qu'ils désiraient pour que nous fassions quelque chose, que nous arrivions à quelque chose. Mais de notre côté, nous, en tant que sujet, nous disions non à ces désirs. Parce que c'est bien d'avoir le désir de l'autre comme guide, mais on aime aussi trouver sa propre voie, ce qui n'est vachement pas facile. Et il y a des gens qui restent coincés toute leur vie dans le désir de l'autre, dans le désir des parents. Et il y en a d'autres qui arrivent à trouver leur voie. Et il y a toutes les articulations possibles entre plus ou moins mon désir, plus ou moins le désir de l'autre. Mais c'est pas cette formule universelle et absolue, le désir, c'est le désir de l'autre, qui supprime absolument le sujet. C'est ça qu'il faut se rendre compte qu'il y a dans cette formule, que tout le monde reproduit sans trop se rendre compte, me semble-t-il, de l'exclusion du sujet que ça représente. Et oui, comme j'ai rajouté de la lumière, j'ai enlevé un pull, parce que sous les spots, il fait chaud. Ouais, je dis ça au cas où vous ne m'auriez pas reconnu, avec un pull ou avec un t-shirt. Problème d'identification. Et d'identification vu dans le sens j'identifiais un objet. Bon, je rigole. Mais le problème de l'identification est un problème sérieux. Dans tout le milieu analytique, j'ai toujours entendu, que ce soit dans les groupes de travail, les colloques, etc., toujours une horreur pour l'identification entre l'analysant et l'analyste. À juste titre, oui, effectivement. Mais approfondissons un petit peu ce que ça veut dire. Et partons de cette phrase de Lacan que j'ai trouvée à la page 246 des 4 concepts, le séminaire 11, où il écrit, il dit, c'est transcrit, « Le transfert s'exerce dans le sens de ramener la demande à l'identification. C'est pour autant que le désir de l'analyste, qui reste un X, tend dans le sens exactement contraire à l'identification, que le franchissement du plan de l'identification est possible. » Il faut s'apercevoir des difficultés que contient une phrase pareille, mais qui concentre tout ce qu'il y a autour. On pourrait me dire, j'isole une phrase du contexte. Non, je la pense dans le contexte, justement. Mais je ne peux pas vous lire tout le contexte, je vous renvoie au séminaire des 4 concepts et à toute l'œuvre de Lacan, évidemment. Alors, le transfert s'exerce dans le sens de ramener la demande à l'identification. Ça va dans le sens de la formule « le désir, c'est le désir de l'autre ». Si mon désir est équivalent au désir de l'autre, oui, il y a une identification des 2 désirs. Et c'est ça qu'on cherche, en effet. Je cherche à être désiré par l'autre et que le désir de l'autre soit que je le désire. Bien.
Mais c'est pour autant que le désir de l'analyste, qui reste un X, tend dans le sens exactement contraire à l'identification. Alors, il y a une contradiction dans les termes. Parce que si le désir de l'analyste reste un X, comment peut-on savoir qu'il tend dans le sens exactement contraire à l'identification? J'entends bien ce qu'il y a tout derrière le bout de phrase qui reste un X. Il y a toute l'analyse du contre-transfert qu'il a rejeté. Il veut que ça reste un X. Mais il faut, et là, impératif surmoïque, il faut que ça reste un désir qui tend dans le sens exactement contraire à l'identification. Ce qui est éthiquement valable, mais qui justement refuse de tenir compte de ce qui se passe dans l'inconscient. Parce que ce désir qui tend dans le sens exactement contraire à l'identification, c'est ce que effectivement j'ai entendu tout partout, dans Lacan et chez les lacaniens, c'est-à-dire le vœu de ne pas s'identifier. C'est un vœu conscient, un souhait conscient, différence entre Wunsch et Begierde chez Freud, sur lequel Lacan s'est d'ailleurs beaucoup appesanti, que c'est pas la même chose. Donc on s'attache au désir, cette fois employé au sens vœu de l'analyste, en refusant, ça reste X, de tenir compte du désir inconscient de l'analyste, qui lui est un désir d'identification. Dans les problèmes cruciaux, et il revient un peu sur ce terme d'identification, en disant, dans le transfert, il s'agit toujours de suppléer par quelque identification à ce problème fondamental, la liaison du désir avec le désir de l'autre. Il s'y interroge en travaillant autour de la bouteille de Klein pendant des séances et des séances. Alors je veux bien, moi aussi j'ai travaillé sur la bouteille de Klein parce que ça me fascinait la topologie, mais pendant des heures, des jours, des mois entiers, je peux vous dessiner une bouteille de Klein, les yeux fermés directement, et vous en citer toutes les caractéristiques, il n'y a aucun problème. Mais justement, ça c'est un noyage du poisson. On se noie dans une bouteille. Parce que le problème n'est pas là. Il suffit d'une bande de Mébius pour le comprendre, le problème. Le désir, c'est le désir de l'autre. La bande de Mébius, il y a une face et il y a l'autre face, mais c'est la même. Et pourtant, il y a cette différence entre une face et l'autre face. Et l'étudier sur la bouteille de Klein ou sur le cross-cap n'apporte rien de plus. Et quand bien même on irait jusqu'à la surface de Boy, qui est encore plus complexe, et qui est aussi une surface qui mélange intérieur et extérieur. Ah oui, parce que la structure commune de ces différentes structures dites asphériques, parce qu'elles ne sont pas sphériques, c'est que sur la bande de Mébius, le dessus, c'est le dessous. Dans la bouteille de Klein et les autres objets que j'ai cités, le cross-cap et la surface de Boy, le dedans, c'est le dehors. Il n'y a pas franchissement de bord. Et donc, il y a effectivement cette identification, cette introjection de l'analysant par l'analyste. Ça, je le dis du bout que j'ai appris à travers mes rêves et pas dans l'étude de la bouteille de Klein. Parce que là, je le connais, je l'ai appris dans ma chair, je pourrais dire. Dans véritablement tout ce que j'éprouve. Et c'est autre chose que de le découvrir intellectuellement, en comptant s'il faut un nombre pair ou impair de tours pour passer du dedans au dehors dans la bouteille de Klein. Ça, c'est de l'enculage de mouche. C'est du travail intellectuel qui n'a pas de rapport avec ce qui se passe dans la psychanalyse. Et qui ne tient pas compte justement de ce désir inconscient fondamental de tout le monde, par où je sens que j'ai été entamé par un autre, en l'occurrence par mes analysants, au sens que je les retrouve à l'intérieur, c'est-à-dire dans un de mes rêves. Il n'y a pas plus intérieur qu'un de mes rêves, et quand je retrouve un analysant à l'intérieur, effectivement, l'extérieur est devenu l'intérieur. Et bien, il faut l'analyser et en faire quelque chose. À la fin de l'enseignement de Lacan,
apparaît une nouvelle figure à propos du transfert, c'est le sujet supposé savoir. Et ce sujet supposé savoir, c'est quoi? Effectivement, si on y réfléchit un peu, quelqu'un à qui je suppose un savoir, ça va me provoquer de l'admiration, et surtout si je pense qu'il a un savoir sur moi. Et c'est un peu effectivement ce qui se passe dans l'analyse, où beaucoup d'analysants demandent à un moment ou à un autre, mais dites-moi ce que vous savez sur moi, ça va m'aider. Bon, alors c'est justement ce qui ne va pas l'aider, parce que ça va l'empêcher de le découvrir lui-même. Et tout savoir venu d'un autre, bon, notamment le savoir genre vous êtes un obsessionnel ou vous êtes un hystérique, auquel Lacan n'hésite pas à inférer. Je ne sais pas s'il le dit à ses analysants, mais en tout cas il le garde pour lui et il nous le dit à nous. C'est-à-dire qu'il a un savoir sur l'analysant qu'il conserve par-delà lui pour pouvoir parler aux étudiants. Alors, est-ce que ce savoir est seulement supposé ou y a-t-il un véritable savoir? Il y a un véritable savoir, en tout cas c'est Lacan qui le dit, il reconnaît que l'analyste doit en savoir un bout. Et notamment il en sait un bout, dit-il, qu'il renvoie à l'origine, c'est-à-dire au savoir de Freud. C'est-à-dire que quelque part il nous dit il faut avoir étudié Freud. C'est pas plus mal d'avoir étudié Freud, mais si on n'a pas fait d'analyse, et si on laisse de côté le désir de l'analyste en tant que désir inconscient, je vois pas à quoi tout sert ce savoir. Bon, d'autant que je crois qu'il poursuit la confusion, Lacan, en parlant de l'inconscient comme d'un savoir. Ce qui est une contradiction. L'inconscient, c'est que ce que je ne sais pas. Alors si c'est un savoir, ah oui, mais il le précise, c'est justement c'est un savoir que je ne sais pas. C'est un peu compliqué quand même de s'en sortir avec tout ça. Dans le passage que je vous ai cité déjà, la direction de la cure dans les écrits, où il raconte ce travail avec un obsessionnel où on ne sait pas si c'est lui l'analysant, si c'est lui l'analyste, et ni qui est l'analysant, ça c'est évident, mais où il parle de on, etc. Dans ce passage, il nous dit aussi qu'il vaut mieux à la fois, dans un premier temps, que l'analyste qui fait le mort sache ce qu'il y a dans la donne. La donne comme au bridge, hein. Il faut qu'il connaisse les cartes. Bien, donc il faut qu'il sache. Et un peu plus loin, il nous dit, il vaut mieux qu'il ne comprenne pas trop. Et là aussi, on a un petit peu de mal à suivre, parce que moi, si je sais quelque chose, c'est que je l'ai compris. Parce que les choses que je ne comprends pas, je ne les sais pas. Elles me coulent comme ça et je ne les retiens pas. Et il faut bien qu'il y ait un rapport entre la compréhension et le savoir. Donc il vaut mieux que l'analyste ne comprenne pas, et ne comprenne pas trop vite en tout cas. Et je suis bien d'accord là-dessus. Et donc il vaut mieux qu'il ne sache pas. Vous voyez, il y a tout le temps cette balance entre une chose et une autre. Alors, il y a un passage de Lacan sur lequel je suis tombé et que j'avais complètement oublié, qui se trouve dans le transfert, dans le chapitre qui s'intitule « Critique du contre-transfert », là où justement, j'en ai déjà parlé, il examine les positions des Kleiniens, Margaret Little, Thomas Sachs, etc. Et il en arrive à une autre formulation tout à fait différente du désir de l'analyste. Il dit, il faut que je vous cite la phrase précisément, le transfert, c'est au bas de la page 220. Si l'analyste réalise, comme l'image populaire ou aussi bien l'image déontologique, de l'apathie, c'est dans la mesure où il est possédé d'un désir plus fort que les désirs dont il pourrait s'agir, à savoir d'en venir au fait avec son patient, de le prendre dans ses bras ou de le passer par la fenêtre. Alors j'attire d'abord votre attention sur la formidable ambiguïté de cette phrase. Parce que la proposition relative à un désir plus fort que les désirs dont il pourrait s'agir, à savoir. Donc, à savoir, justement, on ne sait pas.
On ne sait pas si le désir plus fort, c'est d'en venir au fait avec son patient, ce qui se traduit par de le prendre dans ses bras ou de le passer par la fenêtre, ou bien s'il y a un désir plus fort que celui de le prendre dans ses bras ou de le passer par la fenêtre, ce qui est le contre-transfert qu'il critique tant chez les Kleiniens. L'analyste a un désir plus fort, ça va plutôt dans le sens, la suite va nous l'expliquer, d'un désir autre. Et ce désir plus fort, je vous le donne en mille, c'est la seule fois dans son enseignement qu'il en parle de cette façon, c'est un désir de mort. C'est-à-dire que c'est la pulsion de mort. Ce en quoi il se met en accord avec lui-même dans toutes les références qu'il a données auparavant au jeu du bridge, où il y a la place du mort, et ça doit être la place de l'analyste. Mais dans ce passage-là du transfert, il dit aussi que le patient, puisque c'est toujours le patient, est un mort. Il dit l'analyste joue avec un mort. Alors il est mort et il joue avec un mort. Bon, c'est pas très vivant tout ça, et je comprends qu'en effet, à la suite de ça, j'ai vu des analystes, dont le mien en particulier, les miens même en particulier, qui savaient très bien faire les morts, c'est-à-dire je me la boucle tout le temps, et je parle comme si je parlais à un mur. Bon. Mea culpa, j'ai fonctionné comme ça dans mes débuts, puisque c'était la seule chose que je connaissais, et que c'était la doxa qui circulait partout. Ce que je conteste fortement et absolument aujourd'hui. L'analyste est un sujet, et c'est avec sa personne de sujet qu'il travaille, et non pas à ressembler à une porte de prison. Il fait de ce désir plus fort la pulsion de mort. Alors, en quoi il est d'accord avec son histoire de partie de bridge, mais il est d'accord aussi avec le Lacan de la fin du séminaire 2, dans laquelle il définit le symbolique comme la pulsion de mort. Il dit exactement, la pulsion de mort, c'est le symbolique en tant qu'il est muet, c'est-à-dire en tant qu'il échoue à produire de la représentation. C'est pour ça que ça répète. Alors le transfert, ça répète, parce que effectivement, l'appareil psychique échoue à produire de la représentation. Et il faut qu'il échoue pendant des centaines de séances pour finalement en arriver à établir un certain nombre de représentations et se contenter du fait que pour un certain nombre de choses, on n'arrive toujours pas à fabriquer des représentations. Mais après tout, c'est ça le sujet humain. Il est aussi là dans sa répétition. Parce que dans le fait même qu'il répète, il y a ce mouvement métonymique, comme il disait, du désir, qui va d'un objet à l'autre. Dans ce mouvement, il est sujet. Et c'est ça qui est de l'analyse. C'est pas la chute de l'objet, petit a ou pas, hein, c'est la naissance d'un sujet. Je disais qu'il était en accord avec le Lacan du séminaire 2, mais là, dans ce passage du transfert, il ne le rappelle pas du tout. Il ne rappelle pas du tout qu'il a dit que la pulsion de mort, c'était le symbolique. Il rappelle au contraire le Freud au-delà du principe de plaisir, dans lequel Freud part dans des spéculations biologiques sur la réduction de l'énergie à l'état zéro. Et que ça serait ça finalement, ce qui se passerait dans l'analyse, ça serait ça le désir du psychanalyste, comme quoi il rabat le désir sur la pulsion. Mais de toute façon, il a passé toute son œuvre à confondre le désir et la pulsion. Mais de toute façon, Freud ne les avait pas véritablement distingués. Et si on veut une distinction du désir et de la pulsion, je vous prie de vous reporter aux vidéos précédentes, notamment les numéros 1, 2, 3, dans lesquels j'établis cette distinction d'une manière précise. Alors, vous savez qu'il y a une position de Lacan que je trouve extrêmement sympathique, qui est qu'il se positionne contre la psychanalyse américaine en disant la psychanalyse américaine ne cherche qu'à renforcer le moi. Parfaitement d'accord. Seulement, suite à toutes les analyses que je viens de faire du positionnement du psychanalyste selon lui, c'est un positionnement qui n'est fait que de il faut, de on doit et de référence à la conscience. Aucune référence à l'inconscient, aucune référence à un sujet psychanalyste, au contraire un effacement total. Et il doit
on doit et il faut, c'est quoi? C'est un renforcement du moi du psychanalyste. D'ailleurs, il s'en aperçoit quelque part, mais d'une manière assez floue, quand il dit que l'analyste doit avoir un désir plus fort. Il s'aperçoit que quelque part, ça voudrait dire que l'analyste, c'est un type plus fort que les autres. Il le dit, mais sous une forme dénégative. Il dit, mais c'est pas pour ça qu'on est au-dessus des autres, hein. Non, non, surtout pas. Mais oui, mais ça s'appelle une dénégation, hein. Et effectivement, ce positionnement renvoie à une position de maîtrise de la part du psychanalyste. Chose qu'il dément théoriquement partout ailleurs. Théoriquement, discours du maître, discours de l'analyste, discours de l'hystérique, hein, théorie des 4 discours, pour ceux qui connaissent, eh bien, le discours de l'analyste se distingue radicalement du discours du maître. Mais tout ce qu'il dit du transfert, sa position contre le contre-transfert, etc., font que l'analyste tient une place de maître. Et effectivement, il tient une place de maître à son séminaire, où il dit, je l'ai déjà dit, mais je n'hésite pas à le répéter parce que c'est super important, où il dit « À mon séminaire, je suis analysant ». Donc pour lui, être analysant, ce n'est pas parler de soi du tout, c'est parler de philosophie, c'est parler de théorie, c'est parler de mathématiques. Mais c'est surtout pas parler de soi. C'est terrible, cette conception de la psychanalyse. Et des centaines de gens derrière lui reprennent cette opinion et tiennent séminaire et parlent philosophie, mathématiques, topologie, etc. Enfin, théorie, surtout grande spéculation intellectuelle, et on ne parle jamais de soi. La psychanalyse a été effacée en même temps que le sujet. Alors, pour ce qui est de la disparition du sujet, il y a un exemple qui me tient à cœur. C'est un exemple de Freud qui est dans la Traumdeutung. C'est le rêve de l'enfant mort qui brûle. C'est un rêve sur lequel Lacan est revenu un nombre incalculable de fois. Il y voit des choses formidables. Je ne vais pas m'attarder sur le contenu, parce que justement Lacan s'attarde sur le contenu, et Freud aussi. Et Freud nous dit, c'est ça qu'il faut rappeler, je le rappelle, hein, que ce rêve, ce n'est pas lui qui l'a rêvé, ce n'est même pas un de ses analysants, c'est une personne qui l'a rapporté parce qu'elle l'avait entendu dans une conférence, dit-elle. Donc on ne sait pas du tout qui parle. Bon, Freud l'interprète, ce rêve, en disant que le rêve de l'enfant mort qui brûle, l'enfant vient réveiller le père qui veille l'enfant mort. Alors donc l'enfant est vivant dans le rêve. Le souhait que l'enfant soit vivant est réalisé, c'est tout simple à interpréter. Bien. Mais c'est là où le sujet a disparu. Justement, le sujet, celui qui parle, celui à qui on donne la possibilité de raconter son rêve déjà et de l'interpréter lui-même, en l'aidant bien sûr. Mais ce sujet-là a disparu. Il n'y a plus que le rêve comme objet d'étude. Mais aussi bien chez Freud, qui là se met en contradiction avec sa propre règle, on confie au rêveur l'interprétation du rêve, et surtout que chez Lacan, qui à aucun moment ne fait une allusion au fait qu'il n'y a pas de sujet de l'énonciation de ce rêve. C'est aussi en contradiction avec tout ce que raconte Lacan sur le signifiant, parce que le signifiant, c'est ce qui passe de paroles prononcées d'un sujet à un autre. Là, il n'y a aucune parole prononcée qui passe d'un sujet à un autre, puisque c'est on ne sait pas, on ne sait même pas qui est à l'origine de ce rêve. C'est devenu un pur objet, effacement du sujet. Et moi, ce que j'y entends dans cet enfant mort, c'est le sujet. Parce que ce qui importe dans un rêve, bien sûr, le contenu, c'est super important. Je ne néglige pas du tout la signification. Justement au contraire de Lacan, qui par ailleurs dit que la signification n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que se déroule la chaîne signifiante. Et ce que je dis est plutôt en accord avec ce Lacan-là, c'est-à-dire que ce qui est important pour le sujet, c'est de pouvoir parler.
À la limite, qu'il trouve la signification de son rêve ou pas, c'est pas bien grave. Parce que si moi je comprends, par exemple, un rêve, quand je l'entends raconté par un analysant, et j'ai une interprétation dans la tête parce que ça ressemble à un de mes rêves, je ne la dis pas. Et c'est souvent, très souvent, que l'analysant ne la comprenne pas, malgré mes questions, malgré... Il reste devant son rêve comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Ça arrive. Mais si je lui avais fourgué mon interprétation, j'aurais tué le sujet aussi. Parce que ce qui importe, c'est que ce soit le sujet qui se découvre lui-même par la parole, auprès d'un autre bienveillant qui l'entend. C'est ça l'important. La signification est importante aussi, parce que là, il se découvre vraiment, mais il n'y a pas à substituer son interprétation à celle de l'autre. Et alors là, dans le cas du rêve de l'enfant mort qui brûle, c'est le summum de cette substitution. Alors quand j'ai dit que le sujet avait été effacé de toute l'œuvre de Lacan, il y a un endroit où il ressurgit, à part dans ces dénégations dont je viens de parler. Il faut une interprétation. Mais c'est à la fin de Encore, le séminaire 20, où à un moment, c'est une des dernières leçons du séminaire 20, au tout début de la session, devant l'amphi pour une fois, il dit « J'ai rêvé cette nuit que j'arrivais ici et que dans cet amphithéâtre, il n'y avait personne. Je n'avais plus qu'à me les rouler. » Donc, il a fait l'interprétation lui-même. Ça veut dire que son seul véritable transfert, il est vis-à-vis du public de l'amphithéâtre. Ces gens qui se pressaient à remplir les amphis, les salles partout où il parlait, et ça lui donnait disons, un renforcement narcissique formidable, et c'est ça qui l'intéressait, au fond. Ça, je n'en veux pas, je ne jette pas la pierre. Tout le monde a envie de renforcer son narcissisme et a envie d'être reconnu par le public. Mais c'était ça son transfert essentiel, ce qui fait que dans ces sessions, quand il recevait ses analysants, qu'est-ce qu'il faisait essentiellement? Il lisait, il faisait des nœuds, etc. Il préparait son séminaire. Il n'écoutait pas les gens. Ce qui l'intéressait, c'était les spéculations intellectuelles, mais pas la psychanalyse. Et donc, dans ce rêve, il dit « j'avais plus qu'à me les rouler ». C'est une expression un peu obsolète aujourd'hui, plus personne ne se tourne les pouces. Bon, ce qu'il dit dans ce rêve, c'est « qu'est-ce que ça ferait du bien si j'avais plus à préparer mon séminaire toutes les semaines ? Qu'est-ce que ça ferait du bien si j'arrêtais toutes ces spéculations intellectuelles, ces recherches dans des bouquins et encore des bouquins, s'il n'y avait plus ce public pour lequel je fais tout ça ? Enfin, je pourrais être sujet. » C'est un espoir que je lui reconnais volontiers et que je reprends beaucoup plus volontiers à mon propre compte en tant que je fais de la psychanalyse, en tant que sujet et non pas en tant que celui qui cherche à tout prix à effacer le sujet pour faire des grandes acrobaties intellectuelles.